parler de choses toujours en lien avec la mobilité, mais légèrement différentes. C'est-à-dire ce que l'intelligence artificielle peut amener à la mobilité. Donc, je m'appelle Thierry Château, je suis à la base professeur à l'université également, dans l'Institut Pascal au niveau de la recherche, plutôt tourné sur des aspects vision et puis intelligence artificielle. Et puis depuis septembre, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois maintenant, je suis en détachement pour une société qui souhaite établir un laboratoire d'intelligence artificielle sur Clermont, dans le domaine de la mobilité durable. Et donc, on essaie de construire ça un petit peu avec, entre autres, les partenaires recherche. Et puis, on va aller tout doucement aussi voir les autres acteurs de la place clermontoise et autres. Alors, cette IA au service de la mobilité, je vais déjà vous présenter quelques transparents pour vous introduire un peu cette notion d'intelligence artificielle telle qu'on en entend beaucoup parler, et puis 2 ou 3 exemples de ce que ça peut amener à la mobilité, et notamment dans le cadre un petit peu de ce que fait la société Logirot, donc pour laquelle je travaille tout de suite là, sur tout ce qui est infrastructure routière. Alors, l'intelligence artificielle, on a ces choses-là autour de nous quotidiennement, ne serait-ce que par l'intermédiaire des petits assistants vocaux tels que celui que je vous mets là en photo. Ces assistants vocaux, ils vont enregistrer votre voix, ils vont être capables, à partir de votre voix, de transférer ça dans une suite de mots. Ces mots vont être analysés pour en donner un sens sémantique. Donc, à chaque phase, aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle. Là où il y a 15 ans, on avait des modèles plus mathématiques et traitement du signal, on va dire des choses. Et puis, une décision est prise derrière lorsque vous allez lui dire note un rendez-vous chez le médecin demain à 18h30. Ce sens va être complètement reconnu et on va ajouter à votre agenda un rendez-vous le lendemain, donc à 18h30. Donc ça, aujourd'hui, on est familier avec ce type de fonctionnement à travers ce type de choses. C'est aussi, par exemple, ce qu'on a vu il y a quelques années maintenant, on doit être en 2016 là, où des gens de Google, donc d'une équipe de Google qui s'appelle Google DeepMind, a essayé d'entraîner une intelligence artificielle à jouer à un jeu qui s'appelle le jeu de Go. Alors, contrairement au jeu d'échecs où la complexité, bien qu'elle soit importante, permet de prédire tous les coups possibles à 5 ou 6 fois d'avance, sur le jeu de Go, on ne peut pas faire la même chose. Donc, les stratégies qui vont être développées sont des vraies stratégies d'imitation, entre guillemets, avec des stratégies humaines. Donc, on a entraîné ce jeu-là avec des humains, des jeux d'humains, et puis on lui a fait jouer contre le champion du monde en 2016, et c'est la première fois que la machine battait le champion du monde. Donc, il y a eu un focus de mis un peu sur ces choses-là. Et puis, en 2017, les gens de Google se sont dit, plutôt que d'entraîner ce robot-là avec des jeux d'humains, on va le faire jouer contre un autre robot qui, lui, a les règles aussi. Donc, et puis, ils vont développer eux-mêmes leur stratégie et que le meilleur gagne. Et donc, en fin 2017, il y a eu un nouveau challenge où le champion du monde a été battu une nouvelle fois par le jeu de Go, qui s'est entraîné tout seul cette fois-ci, avec des stratégies que les humains n'avaient pas du tout imaginées. Donc ça a mis aussi un focus sur cette thématique-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle qui est cachée derrière? Alors, à 99% des cas, c'est ce qu'on va appeler du machine learning en anglais, c'est-à-dire de l'apprentissage. Alors, pour illustrer ça, imaginez que j'ai une image et puis je veux classifier cette image, c'est-à-dire je veux donner le nom de l'objet qui est sur cette image. Donc, pour faire ça, il faut que j'entraîne la machine avec toute une collection d'images, comme ce que vous voyez ici à gauche, des différents objets que je veux modéliser. Cette phase d'apprentissage va me permettre de générer un modèle. Et puis, ce modèle-là, je vais le déployer.
Et puis, quand je vais lui mettre en face une image qui n'est pas dans la base d'apprentissage, mais qui appartient à un des objets de cette base, il va être capable de prédire de quelle classe il s'agit. Donc ça, c'est les méthodes les plus classiques qu'on appelle des apprentissages supervisés. On a entraîné la machine à faire une tâche très particulière. Et pour faire ça, les méthodes les plus utilisées actuellement, ce sont des méthodes qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc on les appelle comme ça parce qu'il y a une certaine, il y a certaines choses qui ressemblent un peu à ce qu'on voit d'un neurone quand on regarde les choses. Un neurone, c'est fait de certaines entrées et puis de certaines sorties également. Et au milieu de tout ça, il y a des courants électriques qui vont un peu se combiner. Et on a imaginé une petite fonction mathématique que vous voyez ici juste en dessous qui finalement va faire la même chose. C'est une fonction qui va prendre certaines entrées ici à gauche, les valeurs x, qui vont multiplier ces entrées par des poids. Et puis, on va faire la somme de tout ça. Et puis, cette somme de tout ça, on va la remodifier par ce qu'on appelle une fonction d'activation. Et ça va aller en sortie. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un neurone élémentaire. Et la notion d'apprentissage, là-dedans, finalement, elle va se situer dans les poids. Quand on va dire qu'on apprend un réseau de neurones, finalement, on va apprendre les poids de ce réseau-là pour que les valeurs d'entrée se combinent afin de résoudre le problème que je suis en train d'entraîner. Alors, bien entendu, un neurone, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, ces neurones-là, il en faut beaucoup. Il va falloir les aligner les uns à côté des autres. On va donc parler de couches de neurones, avec une couche d'entrée, une couche de sortie, et puis au milieu, ce qu'on va appeler des couches cachées, qui sont toutes reliées entre elles. Donc on va parler de réseaux complètement connectés. Et c'est l'entraînement de tous les petits poids, justement, qui vont des neurones aux neurones suivants, qui vont permettre de spécialiser le réseau dans une tâche bien particulière. Donc en fait, un poids ici, c'est ce que l'on voit par une flèche. Et cet entraînement-là, on va le mener d'une manière assez simple. Donc imaginez ici des neurones qui sont représentés ici par les petits carrés. Ces neurones-là sont tous connectés entre eux, c'est ce que vous voyez ici. Et puis on veut apprendre la machine à détecter une classe d'objets. C'est-à-dire on va lui montrer une image en entrée. Donc une image, c'est ni plus ni moins qu'un tableau de pixels, un tableau de couleurs différentes. Ces couleurs-là, elles vont venir se propager avec les petits poids, donc les poids des différentes neurones. Et puis l'idée, c'est qu'en sortie, quand on montre une image de chat, on vienne bien activer une sortie qui nous dit c'est un chat. Si à un moment donné, on donne une image qui active une sortie chien, on va venir rétro-propager l'erreur qu'on est en train de faire, c'est-à-dire modifier les poids du réseau, qui vont s'ajuster de manière automatique pour que la prochaine fois, cette image-là soit bien classée par un chat. Et donc, si on fait ça un grand nombre de fois, on va être capable d'apprendre l'apparence d'un chat. Et si on regarde un peu ce qui se cache derrière ces réseaux de neurones, on voit que finalement, ils vont capter des formes géométriques qui sont représentatives des objets qu'on veut apprendre. Ici, par exemple, la moustache du chat ou les oreilles. Et ça, c'est des choses vraiment intéressantes parce qu'on arrive à augmenter le niveau sémantique des images et à avoir des abstractions qu'on ne pouvait pas avoir avant avec d'autres modèles. Vous voyez ici un chat qui n'a jamais été vu lors de l'entraînement, on va venir quand même, avec ces réseaux-là, venir dire que c'est un chat. Donc ça, c'est le principe de base des réseaux de neurones. Donc ces réseaux-là, il y en a beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, il en existe un très grand nombre. Ils sont devenus très populaires. Alors, ils sont devenus très populaires pour 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de les programmer sur des ordinateurs et de programmer des très très gros réseaux de neurones parce qu'on passe par une carte de l'ordinateur qui est la carte graphique, qui à la base n'a pas été conçue pour faire ce genre de calcul, mais a été conçue pour faire du rendu de vos images sur votre écran, notamment pour les jeux vidéo. C'est le plus gros marché. Mais cette carte graphique, elle a la bonne idée d'être capable de faire beaucoup de calculs simples en parallèle. Et c'est exactement ce dont on a besoin quand on veut entraîner un réseau de neurones. Donc ça veut dire que très facilement, on va pouvoir déployer sur ces cartes graphiques de très très gros réseaux de neurones,
C'est-à-dire, on va être capable d'entraîner des modèles qui sont très complexes, donc de résoudre des tâches de plus en plus complexes. Ensuite, comme je disais, ces réseaux, ils sont basés sur un entraînement. Donc, la deuxième chose dont on a besoin, c'est une base d'entraînement, et notamment des images. Donc, à partir des années 2010 à peu près, il y a eu des compétitions qui ont été lancées, dont le but était, à partir d'un très très grand nombre d'images, on parle ici de plusieurs millions d'images, de reconnaître l'objet présent sur l'image. Donc là, vous avez une toute petite partie d'une base qui s'appelle ImageNet, donc qui est une base avec des petites images pour lesquelles on sait l'objet qui est présent sur l'image et qui sont des images qui proviennent d'Internet. C'est Google qui a notamment contribué à mettre ça en place. Et à partir de ces images-là, le but, ça va être de détecter quel objet on a. Alors, quand on parle de quel objet on parle de 2000 objets possibles en entrée. C'est-à-dire qu'on a un niveau de précision dans la détection qui est assez poussé. Si je veux détecter un chat, par exemple, je ne vais pas me contenter de dire c'est un chat. Il va falloir que je détecte la race de ce chat. Parce qu'il y a peut-être 20 ou 30 races de chats dans les 2000 classes, c'est-à-dire catégories d'images que l'on souhaite détecter. Donc, on avait les images, on a été capable de coder de très gros réseaux de neurones sur les cartes graphiques. Il nous manquait un déclencheur pour que la communauté scientifique s'intéresse un peu à tout ça. Et le déclencheur est arrivé en 2012, à travers cette fameuse compétition dont je vous parlais, où les chercheurs essayaient d'avoir le meilleur taux de classification sur cette base d'images-là. Et donc, si vous regardez un petit peu le graphique qui s'affiche actuellement, cette compétition, elle s'appelle ISSVRC. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis les années 2008-2009, que vous ne voyez pas, mais je vous ai mis 2010-2011, les chercheurs se battaient tous les ans pour gagner 1%, 1,5%, 2% maximum par rapport à l'année d'avant. Donc, il y avait des meilleurs résultats, mais c'était assez poussif en termes de performance. Ce que vous voyez ici, les barres, c'est les taux d'erreur. D'accord? Donc, en gros, en 2011, on avait une image sur 4 qui était mal prédite. En 2012, donc, il y a eu une première personne qui a mis en place un réseau de neurones avec 8 couches. Donc, je vous ai montré un peu tout à l'heure ces couches. 8 couches et qui est passé de 25% à 16%. Donc là où on a eu un gain de quasi 10%, et c'est ce déclencheur-là qui a fait focaliser la communauté scientifique, mais pas que, la communauté aussi des GAFA, entre autres, et puis par la suite, tout un tas d'autres personnes, sur ce type de modèle qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, mais qui finalement, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage. Et puis, depuis 2012, on se rend compte que les taux d'erreur diminuent. Alors, en 2015, il y a un chercheur canadien, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est dit, mais l'humain là-dedans, sur cette compétition-là, où il en est. Donc, le chercheur, il a passé une semaine à s'entraîner sur la base d'images, puisque 2000 images, il faut retenir les noms des différents oiseaux, il faut retenir les noms des différentes races, etc. Et au bout d'une semaine, il a fait la compétition avec la machine, et lui, il a un taux de bonne classification, on va dire, de 5%. Et on se rend compte qu'à partir de 2005, on a des performances sur les réseaux entraînés qui sont meilleures que celles de l'humain. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence artificielle est meilleure que les humains. On est ici sur une tâche très, très particulière, mais c'est aussi quelque chose qui a été noté à ce moment-là et qui montre que finalement, on est capable d'entraîner des machines à faire des tâches très précises, très particulières, avec une grande précision. Alors ça fonctionne bien, donc on est capable de reconnaître ces objets. Par contre, il y a des choses qu'on comprend mal encore. Par exemple, sur l'image de gauche, vous voyez un chien. Sur l'image de droite, je suppose que vous voyez le même chien. Si je modifie l'image de gauche par l'espèce de petite image bruitée que vous voyez au milieu, alors j'ai amplifié volontairement le bruit pour vous le montrer, vous avez l'image de droite, c'est-à-dire que l'image de droite, finalement, n'est pas tout à fait la même que l'image de gauche. Elle a certains pixels qui sont un peu plus clairs, d'autres qui sont un peu plus foncés, mais c'est suffisant pour que le réseau de neurones pense que c'est maintenant une autruche. Donc c'est pour vous donner un ordre, un exemple, finalement, des limites de ces modèles-là.
et du fait qu'on est capable d'attaquer ces modèles-là également, puisque la modification que j'ai faite n'est pas une modification fortuite, c'est une modification qui est calculée justement pour faire basculer de la classe de chien à la classe d'autruche. Donc voilà un petit peu pour une introduction générale sur ces réseaux de neurones et sur cette intelligence artificielle. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'utilisation qu'on peut en faire dans la mobilité. Et je vais le faire à deux niveaux. Je vais vous parler un tout petit peu de la notion de véhicule autonome, parce que c'est une des applications qui met vraiment en exergue l'intelligence artificielle. Et puis, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on peut faire également sur tout ce qui est infrastructure routière. Alors, au niveau des véhicules autonomes, ce que vous voyez là, finalement, c'est une illustration qui vous montre un petit peu comment un véhicule autonome perçoit et analyse son environnement. Les petits cercles concentriques que vous voyez sont issus d'un capteur qui est un capteur de type LIDAR, donc un télémètre en fait, qui va balayer avec une très bonne résolution la scène qu'il voit. Donc à partir de là, on va avoir des données 3D qu'il va falloir exploiter dans des réseaux de neurones. Vous avez bien entendu des caméras sur ces véhicules autonomes, vous avez des GPS comme sur vos véhicules, sauf que les GPS de ces véhicules-là sont précis à peu près au centimètre. Donc on est sur des technologies légèrement différentes. Et puis l'intelligence artificielle va consister à venir détecter où est la route, les éléments de l'infrastructure, donc les lignes blanches, les passages piétons, ce qu'on va appeler les vulnérables, donc les piétons notamment, les autres véhicules. Donc ça, vous le voyez tout de suite sur une image. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque le véhicule avance, des images comme ça, on en a une toutes les 40 millisecondes, voire 30 millisecondes si on veut aller plus vite. Et donc, il faut que l'intelligence artificielle sorte un résultat très rapidement. Et en fonction de ce résultat, il va falloir réfléchir à une stratégie de pilotage pour aller d'un point A à un point B de manière plus sécuritaire possible et donc en évitant éventuellement des conducteurs ou des piétons qui ne vont pas forcément avoir des comportements attendus. Donc c'est une tâche très compliquée. C'est ce qu'on va appeler le niveau 5 de la conduite autonome. Et c'est une tâche aujourd'hui qu'on ne peut pas atteindre. Les experts, même les derniers experts, ne donnent plus de date par rapport à ça. Il faut avoir au niveau de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle une super intelligence. J'aime pas tellement le mot, mais c'est ce que donnent un peu les experts. Et c'est des choses qui vont arriver pas avant les années 2050. Donc voilà un petit peu un panorama peut-être un peu sombre, mais aujourd'hui vous avez des aides à la conduite sur vos véhicules qui fonctionnent très bien parce que vous les avez domptés, vous les utilisez comme des instruments, mais c'est quand même vous le cerveau derrière qui pilotez. Si on enlève le cerveau, il y a énormément de cas de figure qu'on ne va pas être capable de résoudre au niveau de la mobilité. Et donc, il faut encore avancer dans les recherches pour pouvoir, verrou après verrou, lever un peu tout ça et aller vers du véhicule autonome, si la société en veut, bien entendu, ce qui est un autre problème. Alors, un petit exemple de vidéo, j'espère que c'est à peu près fluide chez vous. Vous voyez la même chose en haut et en bas. Ce qui change, c'est la représentation. Ce que vous voyez en haut, finalement, c'est une intelligence artificielle qui va détecter les véhicules que l'on voit à partir d'une caméra embarquée sur un véhicule autonome. En plus de ces véhicules, on va venir détecter par des petits points rouges des parties du véhicule. Ça va nous permettre de remonter au type de véhicule d'une part, et puis surtout à sa position sur la chaussée. C'est ce que vous voyez en bas à gauche. En bas à gauche, ce que vous voyez, c'est une sorte de vue d'oiseau un peu. Donc le truc bleu, c'est votre caméra. Et puis vous voyez tout de suite que vous avez un véhicule devant votre caméra. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est une reprojection en 3 dimensions de la position de votre véhicule dans la scène. Parce qu'en fait, si on veut que ces intelligences artificielles soient utiles pour la conduite autonome, il ne faut pas uniquement donner une information dans l'image, il faut que l'information soit donnée dans un référentiel 3D à partir duquel on va pouvoir calculer des distances de freinage, on va pouvoir calculer des manœuvres d'évitement, de dépassement, etc., etc. Donc voilà un petit peu un exemple sur le véhicule autonome.
Alors, des techniques assez proches peuvent être utilisées également dans tout ce qui va être analyse de l'infrastructure, analyse de la mobilité urbaine notamment. Et un deuxième exemple que vous voyez ici, c'est un réseau de neurones qui a été entraîné à détecter des objets. Donc, il va être capable, ce réseau, de détecter les différents objets qui sont présents dans la scène. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les véhicules, que vous voyez ici en marron. C'est les personnes qui sont présentes dans la scène également. Et puis, différentes catégories de véhicules. Donc, une des problématiques ici, c'est de faire ce qu'on va appeler une analyse d'où viennent les véhicules, où ils vont, donc source-destination, pour savoir un petit peu, en moment d'embouteillage, comment se comporte un peu le trafic dans ce carrefour-là et ce qu'on pourrait éventuellement envisager comme modification de l'infrastructure pour limiter un peu ces problèmes de congestion. Donc ça, c'est des choses qui se faisaient jusqu'à présent essentiellement de manière manuelle, ces études-là, et qu'on peut très facilement aujourd'hui automatiser avec ce type d'outils. Quelque chose qui est intéressant également qu'on peut faire, c'est se rapprocher de l'infrastructure et de la chaussée. Un des grands problèmes aujourd'hui qu'on rencontre, c'est d'être capable d'estimer l'état de la chaussée en milieu urbain, périurbain. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un réseau de neurones qui a été entraîné pour détecter différents types de défauts dans la chaussée. Donc, on va parler de fissures latérales, longitudinales, c'est ce qui différencie les couleurs, entre autres là. Et à partir de là, on va être capable de faire un diagnostic de votre chaussée, et à partir de ce diagnostic-là, être capable de mettre en place un plan de maintenance qui va permettre d'optimiser justement la maintenance de la chaussée, d'augmenter sa durée de vie et qui a un impact. On est en train justement de mener des travaux sur cet impact en termes de CO2, qui a un impact derrière sur la trace carbone des travaux de maintenance de la chaussée. Alors la trace carbone, mais il y a aussi un impact économique, bien entendu. Alors vous voyez peut-être sur la vidéo, j'aurais dû vous le dire au début, toutes ces vidéos-là sont faites avec une notion de respect de la vie privée. Vous voyez que les véhicules sont floutés notamment, donc il y a des systèmes automatiques qui vont nous permettre de flouter les véhicules, de flouter les piétons également, ce qui fait qu'on a tout un tas de choses pour prendre en compte justement ce problème de vie privée. Et donc, toutes ces choses-là qui sont faites avec des réseaux de neurones derrière, c'est intéressant parce qu'on va être capable de les rassembler dans des systèmes d'information. Donc, par exemple, vous avez ici sur votre droite un véhicule qui est équipé d'un gros capteur. Alors, ce que vous avez vu sur l'image d'avant, c'est la même chose. C'est un véhicule, mais qui est équipé d'un smartphone. Donc, on est capable de faire des analyses assez précises avec les smartphones. Mais lorsqu'on veut vraiment remonter à du 3D, des données tridimensionnelles de très haute dimension, on utilise le type de capteur que vous voyez là, qui permet de se géolocaliser de manière très fine et puis d'avoir des relevés très précis. Je vais vous montrer juste après. Alors, on peut aussi faire des relevés avec des drones, c'est ce que vous voyez à gauche, notamment sur certaines parties ou en Afrique, par exemple, c'est des choses pour relever les pistes ou des choses comme ça. Et avec toutes ces données, donc, ce qui est fait, alors je suis désolé, c'est un peu commercial, là, ce que vous voyez, mais je n'ai pas trouvé mieux en termes de résumé. Ce que vous voyez là, donc, c'est le rendu de ces données-là. Donc, on a un maillage de la ville qui est fait avec à la fois une partie visible et puis une partie qui est issue de données 3D. Sur ce maillage-là, on va être capable de faire un certain nombre de mesures. Donc là, vous voyez le quartier qui a été relevé. Donc chaque pixel, chaque point que vous voyez ici, on connaît précisément dans un repère GPS, donc géolocalisé, ses coordonnées. On est capable de mesurer un certain nombre de choses. Donc là, on a une précision qui est celle qu'aurait un géomètre, notamment. On est capable d'avoir des vues panoramiques associées, puisqu'il y a des caméras sur le capteur qui est utilisé. D'accord. Et puis, bon, on peut afficher un certain nombre de choses à la fois. Et derrière, on va mettre en place également des choses pour superposer, notamment des réseaux enterrés. Donc aujourd'hui, des choses qui se font aussi en intelligence artificielle,
c'est à partir de données extraites de radar qui sont capables d'aller voir les réseaux enterrés. On va être capable de les localiser et de les afficher. Donc là, c'est ce que vous voyez en rouge, là. Et on a un outil qui permet également de corriger un peu tout ça. Bien entendu, tout ça derrière, ça fait appel à beaucoup de données. Donc on est dans des problématiques un peu de big data également. Et tout ça est exporté dans des bases de données pour pouvoir derrière être réinterrogé par les différentes choses qu'on va vouloir faire avec ces données. Et vous avez aussi un système d'intelligence artificielle que vous venez de voir là qui détecte les différents mobiliers urbains et qui va être capable de les replacer sur une carte vue de dessus directement. Donc c'est pour vous donner un peu un panorama aujourd'hui de ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle et, sur les infrastructures routières. Donc c'est juste un petit panorama, on fait pas mal de choses en plus. Et je vais terminer par vous expliquer un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place tout de suite sur Clermont-Ferrand avec un laboratoire qui s'appelle Logirod AI. Donc le but, c'est d'essayer de mettre en place un laboratoire autour de l'intelligence artificielle qui est au service de la mobilité durable et intelligente. En fait, on veut essayer de s'inscrire dans cette vague qui grossit autour de Clermont-Ferrand sur la mobilité durable. Et on veut essayer d'apporter une expertise avec ça. L'idée, c'est d'aller piocher les travaux d'excellence qu'on trouve dans les laboratoires clermontois. Donc, vous voyez ici en bas à gauche, Clermont Auvergne Innovation, en s'aidant d'une société qui s'appelle Clermont, en bas à gauche, excusez-moi, vous voyez l'Université Clermont-Auvergne et ses différents laboratoires. Et on va s'aider d'une entité qui s'appelle Clermont-Auvergne Innovation, dont le but, justement, est de valoriser l'API, la propriété intellectuelle du laboratoire et des laboratoires de l'université. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une société un peu tampon qui va prendre les méthodes et les modèles d'intelligence artificielle qu'on va trouver dans les laboratoires. Alors, vous voyez Clermont, mais pas uniquement. On travaille également avec d'autres laboratoires. Je ne les ai pas tous mis ici, mais on est très proche des laboratoires spécialistes de la route également. Et puis de faire monter en compétence un petit peu ces concepts, de faire monter leur maturité dans le but d'aller en faire des produits. Donc des produits soit pour une société qui s'appelle Logirod, qui aujourd'hui se présente un peu en leader sur ces choses-là en France, et puis également monter sur des produits pour la mobilité durable intelligente à travers des services externes. Donc pour ça, on est en train de mettre en place une équipe qui grossit chaque mois à peu près. L'idée, c'est d'être capable d'être attractif, d'attirer des talents, et c'est d'être capable de servir un petit peu toutes les sociétés et toutes les entreprises qui vont graviter autour de ce domaine de la mobilité sur Clermont-Ferrand à travers justement cette montée en compétences qu'on veut sur l'intelligence artificielle. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Thierry. J'avais une petite, une ou deux questions éventuellement. La première, c'est quand tu as en fait évoqué la thématique d'intelligence artificielle avec la notion de réseau de neurones. Donc tu montrais, certes sur un exemple, que la reconnaissance pouvait se faire de manière très compétitive, notamment par rapport au cerveau humain. Hein. Donc toutes choses, je dirais, mises à part voilà, ne sont pas prises en compte, hein, puisque l'être humain il est quand même multidimensionnel. Donc effectivement, voilà, donc on reste dans le sujet que tu as évoqué. Mais là-dedans, il y a deux points que je n'ai pas entendus. C'est le temps que tu mets pour pouvoir reconnaître. Ça veut dire, en gros, si je mets en parallèle l'intelligence artificielle telle que tu l'as évoquée avec les différentes couches de réseau de neurones, et le coût énergétique. Ça veut dire, en gros, moi, quand j'essaie de reconnaître quelqu'un, je n'ai pas l'impression que je me fatigue. Donc, est-ce que est-ce que le modèle parallèle, entre guillemets, est assez énergivore en termes d'action? Et puis bon, voilà. Comment ça se passe? Ouais, c'est une très bonne question. Et
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a deux phases principales dans cette intelligence artificielle. Il y a la notion d'apprendre. Donc, pour apprendre, on va solliciter la machine avec un grand nombre d'images. Alors ça, c'est assez énergivore, mais il y a des travaux de recherche qui essaient de diminuer ces temps d'apprentissage. Donc aujourd'hui, l'exemple que j'ai donné là, en quelques heures, on apprend les 1000 classes sur le PC d'un bon gamer, entre guillemets. Donc ça reste quand même très, très raisonnable, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est le temps de reconnaissance. Une fois qu'on a appris, on donne une image. Combien de temps il faut pour reconnaître? Alors, je suppose que le cerveau humain, c'est immédiat, puisqu'on est capable de réagir très vite. La machine, c'est également très rapide, parce qu'on ne donne qu'une image. Donc, ça se compte en quelques millisecondes, je dirais. Ah oui. Donc, c'est quand même très rapide. Après, pour faire le parallèle avec l'homme, c'est pas facile d'estimer le temps énergivore de l'homme dans son apprentissage, parce qu'on est capable, C'est fait dans le temps. on est capable, par Ça, exemple, c'est pour fait la dans le temps. parole, on est capable de tenir un discours avec 200 ou 400 mots différents qu'à l'âge de 6, 7, 8 ou 10 ans. Ça veut dire qu'on a eu 10 ans d'apprentissage, mais pas que ça, pas que là-dessus. Donc, c'est pas très simple. Ouais, ok, d'accord. Et donc, sur cette dynamique-là que tu as évoquée avec cette société tampon, c'est une sorte de laboratoire partagé ou Alors, ça va être une société privée, mais dans laquelle, alors, c'est l'idée, hein, donc les choses ne sont pas encore complètement figées, mais dans laquelle l'Université Clermont-Auvergne, par l'intermédiaire de Clermont-Auvergne Innovation, rentrerait au capital. au capital, notamment à travers de la propriété intellectuelle. Ok. Voilà. D'accord. Et c'est une société autre que le Girode. C'est une société autre que Logirod. Alors pour l'instant, le nom, c'est Logirod AI. Ce n'est pas totalement figé, puisqu'on n'a pas encore vraiment réfléchi au modèle d'ouverture au capital de cette société. Cette société pourrait être ouverte aussi à d'autres entités locales éventuellement. Et dans ce cas-là, ça pourrait remettre en cause totalement le nom. Okay. Voilà. Le souci avec l'intelligence artificielle, pour être tout à fait franc, c'est que pour être bon, il faut attirer les talents. Pour attirer les talents, il faut avoir un portefeuille de projets qui est suffisamment important pour que les talents soient capables de s'exprimer vraiment sur leurs compétences. Donc, il faut à la fois des profils qui soient assez polyvalents pour gérer les interfaces, que ce soit au niveau de la recherche, entre la recherche et le labo, ou alors entre le labo et les sociétés qui sont au-dessus. Mais il faut également qu'on soit à l'état de l'art sur l'intelligence artificielle dans 2 ou 3 ou 4 domaines bien particuliers. Et pour ça, il faut qu'il y ait des spécialistes vraiment qui fassent que ça, qui font ça. Et ces spécialistes-là, c'est ça que j'appelle vraiment les talents. Et ces talents-là, on ne peut pas leur demander de faire autre chose à côté que ce qu'ils savent très, 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 très bien faire. Même s'ils acceptaient, ils sauraient moins bien faire ce dont pour lesquels on les a embauchés. Donc, il y a vraiment cette notion de masse critique. Donc, la problématique, c'est d'avoir quelque chose avec une masse critique sur Clermont-Ferrand et que cette masse critique-là fonctionne bien derrière pour aller apporter une plus-value aux acteurs locaux. D'accord. Et à ton avis, cette masse critique peut un jour concurrencer des collègues grenoblois? C'est pas le but. C'est pas le but parce que les collègues grenoblois, ils travaillent pas sur des verticales, on va dire. Ils travaillent vraiment sur des problématiques de l'IA qui sont transverses. Le 3IA donc, de Grenoble travaille là-dessus. Sur Clermont-Ferrand, et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque une chance, on s'en plaignait il y a quelque temps, on n'est pas suffisamment grand pour travailler de manière transversale, donc on a une politique de site qui se met en place autour d'un certain nombre de points applicatifs qu'on connaît maintenant à travers notamment eSite. Et donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur certains de ces points-là. Et dans un premier temps, le labo, il a envie de se focaliser sur la mobilité durable, parce que c'est quelque chose qu'on veut pousser.